On l'accueille pour la deuxième fois cet été, et ça avait été fort intéressant. C'est Karim El Ayoubi, porte-parole officiel du Parti conservateur du Québec en matière de santé et candidat dans Chauveau et président de la commission politique du PCQ. Salut Karim. Oui, bonjour Marc. Ça va? Oui, ça va très bien. On est habillés pareil, je trouve ça cool. Vous êtes appelés, quoi? Non, écoute, les gens ne sont pas tous à TV, mais il faut le dire. Là. Moi puis Bon, Karim. ça vaut la peine. Oui. Il y a des atomes crochus. Écoute, dans Le Devoir, un article hier qui disait « Le privé coûte-t-il 45% plus cher que le Québec? Pose-t-il la mauvaise question? » Ça, c'est toi qui as écrit ça, mais ça venait d'un article dans Le Devoir qui disait que le privé coûtait, selon des calculs, 35% plus cher. Puis comme je me plais souvent à dire, les chiffres, c'est comme les hommes. Quand on les torture un peu, on leur fait dire ce qu'on veut. Ça fait que t'as démêlé ça, mais fais-nous-le, parce que quand on lit ton truc, c'est extrêmement intéressant, Karim. Ça fait que je te laisse élaborer sur la méthode de calcul change, évidemment. Qu'est-ce qu'on conclut? Oui, exactement. Puis il y a beaucoup de tentatives qui ont été faites à l'international de déterminer qu'est-ce qui est le moins cher, le privé, le public, dans plein de circonstances. Et la réponse, puis c'est pour ça que moi, personnellement, pour PCQ, on n'est pas des idéologues du 100% privé ou 100% public. La réponse, c'est qu'il y a énormément de nuances. Et il faut regarder qu'est-ce qu'on calcule exactement et également le type d'intervention. La réponse, c'est que le privé peut être moins cher pour certains types d'interventions avec certains types de contrats à certains endroits. Et le public, la même chose. Lorsqu'on regarde ici les expériences qui ont été faites, c'est un peu ce que je montre les nuances qui existent à l'international. Oui. Lorsqu'on regarde, il y a deux grands... en premier, il y avait eu, il y a quelques années, un rapport qui avait été publié par l'IRIS, OK, qui mentionnait que le privé coûtait plus cher que le public. OK? Mais ça avait été débunké complètement. Parce que la méthodologie n'était pas... on comparait des pommes et des oranges. C'est-à-dire, on comparait au privé, on comparait l'intervention, mais on omettait comment je peux dire, d'un côté et de l'autre, par exemple, au public, il y avait plusieurs choses, plusieurs ventilations qu'on omettait de faire. Je vous donne l'exemple. Il y a beaucoup, là, pardonnez-moi l'expression anglaise, là, mais tout le monde va comprendre, là, l'overhead. Dans le public, il y a beaucoup d'overhead, c'est-à-dire, il y a beaucoup de fonctionnariat, il y a beaucoup... Il y a d'administration. Il y a de l'administration, il y a des fonds de pension à payer, il y a aussi de la ventilation des structures, parce qu'il faut payer les structures pour l'entretien. Ça, en bonne partie, n'avait pas été calculé pour le public. Donc, à partir de ce moment-là, on parle des pommes et des oranges. Ça, c'est la première démonstration. Maintenant, il y a ce qui avait été fait, il y a un rapport que le ministère de la Santé avait fait et qui avait été présenté en 2025 au Conseil des ministres. Et c'est ça que le Devoir rapportait, que le privé coûterait 35% plus cher. Bon, maintenant, moi, j'ai pas la ventilation de comment ils ont fait. Est-ce que leur méthodologie était plus près de celle de l'IRIS ou est-ce qu'il y avait une méthodologie plus rigoureuse? Donc, à partir de ce moment-là, je peux pas me prononcer à 100% là-dessus. Bon, mais qu'est-ce qu'on devrait regarder? Il faut regarder... Est-ce qu'on fait une ventilation complète des deux côtés? C'est-à-dire, lorsqu'on compare le public, il faut regarder tous les étages d'administration. Il faut qu'ils soient payés. Il faut regarder les fonds de pension qui sont payés aussi. Il faut regarder les congés qui sont payés. Il faut regarder l'entretien du stationnement aussi, le chauffage, toutes ces choses-là. Ça, il faut regarder ça. Et après, il faut regarder aussi le modèle, OK? Parce qu'un contrat qui est plus cher au privé peut être un mauvais contrat. On envoie des mauvais contrats pour dans la construction parfois, pour les routes un petit peu partout. Quelque chose qu'il faut regarder aussi, c'est précisément combien d'acteurs étaient dans les appels d'offres et à quel point on réglemente la chose. Parce que c'est sûr que si l'État fait affaire avec 3, 4, 5 cliniques, mais n'ouvre pas le reste du marché et pose des règles qui sont beaucoup trop strictes au reste du marché, à ce moment-là, vous venez créer un oligopole. Et un oligopole, de par sa définition, n'est pas un marché suffisamment concurrentiel pour en tirer des exemples. Lorsqu'on regarde à l'international, on a des exemples où le privé peut coûter moins cher. En Suède, tu soulignes ça en Suède. Peux-tu donner quelques détails? C'est très intéressant. Oui. Ça, c'est l'hôpital Saint-Goran en Suède. C'est un modèle qui est très étudié. C'est que c'est un hôpital qui est privé, OK, mais qui est financé majoritairement par l'État, c'est-à-dire l'équivalent de la carte d'assurance maladie là-bas. Et ils étaient, au départ, c'était la firme Capio, qui est une firme européenne qui la gérait. Après ça, ça a changé. C'est Ramsay, qui est une compagnie française, mais de gestion privée d'hôpitaux. Et eux, ils ont été en mesure d'avoir une efficacité supérieure et de faire sauver à l'État 10 %. OK?
Donc là, on a un exemple où vraiment ça peut fonctionner. Et c'est pas juste l'équivalent d'un centre médical spécialisé. Là. C'est-à-dire que pour les auditeurs, c'est un vrai hôpital avec une salle d'urgence, avec vraiment un vrai hôpital que vous pouvez aller 24 heures sur 24. Là. Donc ça, c'est quand même très intéressant comme modèle. Un autre modèle qu'on voit, les Pays-Bas étaient en mesure d'avoir des gains d'efficience et d'efficacité aussi. Par contre, là où le bas blesse des fois pour le Pays-Bas, c'est qu'au départ, ils ont eu des gains significatifs en efficience, en efficacité, mais après ça, ils se sont mis à surbureaucratiser le privé avec beaucoup de règles. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'est que là, ils perdaient ces gains d'efficience et d'efficacité. Mais nous... Donc, c'est un privé qui est surréglementé et surbureaucratisé ne sera pas meilleur que le public, ça, c'est sûr. Mais le problème au Québec, c'est que même si, par exemple, le privé est peut-être moins dispendieux qu'on pense, là, parce que peut-être qu'on interprète mal les chiffres, n'empêche que tout le monde paie la carte soleil. Donc, quand on va au privé, on paye nécessairement 2 fois. Non, pas dans son modèle. Pas dans le mien. Pas dans le modèle du Parti conservateur du Québec, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus d'acteurs possible. Puis je réfère, là, on n'aura pas suffisamment de temps pour décortiquer ça, mais le projet de loi que j'avais écrit avec le député de Saint-Jérôme, M. Yuri Chassin, projet de loi 498 qu'on avait présenté, que M. Chassin avait présenté à l'Assemblée nationale, moi j'étais à ses côtés, fait une déréglementation assez importante pour qu'on puisse avoir plus d'acteurs sur le réseau par rapport au nombre d'heures autorisées pour l'hospitalisation, l'observation, le nombre de lits de restrictions pour ouvrir plus le marché. Donc, dans un modèle idéal comme tel, tu pourrais payer avec ta carte d'assurance maladie, tu aurais de multiples fournisseurs et tu aurais des fournisseurs publics aussi parce que ça peut arriver que le public l'emporte sur le privé. À partir de ce moment-là, c'est le public qui gagne pour certaines interventions. C'est ça. Je te donne un exemple. Si le but dans le modèle du Parti conservateur du Québec, c'est pas d'aller faire de la chirurgie oncologique au privé, là, c'est pas ça le modèle comme tel. On pense que le public va demeurer quand même supérieur. Mais ce que ça peut faire... c'est que les tâches plus faciles, on va au privé, les plus longues au public. Donc, on n'améliore pas donc, le temps d'attente au public. Bien, attendez un petit peu. Ça dépend. Si c'est votre carte d'assurance maladie faut le voir, faut changer de paradigme. Si votre carte d'assurance maladie vous fait faire une intervention, disons que vous avez, par exemple, ma mère, elle a eu besoin de faire une intervention pour la chirurgie de la cataracte. Okay? Ça, à son âge, ça empiétait beaucoup sa qualité de vie. Puis si ça continuait comme ça, peut-être qu'elle n'aurait pas pu conduire. Avant l'entente qui a été faite avec les compagnies privées, dont la ZIC-MD, le délai d'attente était beaucoup plus long au Québec pour la chirurgie de la cataracte. Ça permet à des personnes plus âgées de pouvoir continuer à jouir de leur qualité de vie parce que la ZIC-MD sont en mesure de faire près de 2 fois plus d'interventions par unité de temps et le coût unitaire n'est pas plus cher si on se fie à l'article de Radio-Canada où il y avait des demandes, des appels d'offres qui avaient été faits par la ZIC-MD à 600 $ de la chirurgie, excluant le salaire du médecin. Mais le point ici, c'était inférieur à ce qu'on paie dans le public. La ZIC-MD disent pourquoi ils sont capables de faire ça, parce qu'ils font de la chirurgie, sont très spécialisés et sont en mesure d'avoir des gains de productivité en raison de leur surspécialisation et aussi leur pouvoir d'achat à l'échelle du Canada parce qu'ils font des chirurgies un petit peu partout, donc ils sont capables de payer la lentille moins cher. C'est des arguments qu'ils avaient donnés pourquoi leur appel d'offres était inférieur aux autres en termes coûts. Donc, que monsieur, madame, tout le monde qu'il ait faire sa chirurgie de la cataracte du genou, de l'épaule ou de son hernie discale, payé par sa carte d'assurance maladie dans un endroit où le gestionnaire est un gestionnaire privé versus le gestionnaire est un fonctionnaire de l'État, pour lui, ça ne change pas. Là. Ça demeure... En tu veux le temps d'attendre que ça te coûte le moins cher possible. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, comme Karim Elayoubi dit, on a une espèce de paradigme au Québec où est-ce qu'on se dit soit que c'est la carte d'assurance maladie qui paye mes impôts ou le privé charge ma carte de crédit, entre guillemets. Alors que c'est pas obligé. Ça peut être un système financé par la même source, mais avec des fournisseurs différents qui n'ont pas le même mode opératoire. Je me trompe pas, Karim, c'est ça? C'est exactement ça. Puis la beauté d'un système comme ça, c'est que et lorsque vous le libéralisez comme il faut, si vous mettez plein de règlements, les règlements, il faut que ce soit des règlements de qualité. Ça, c'est le rôle de l'État. Il faut que la qualité soit là. Ça, oui, non, c'est pas free for all. Ben oui, ben non. Exactement, mais à partir du moment où les règles de qualité sont respectées, puis les exigences des ordres professionnels sont respectées pour la qualité de ceux qui pratiquent les actes, que ce soit infirmières, médecins, etc., que le meilleur gagne dans un réseau qui est concurrentiel. Si ça donne que c'est le privé pour la chirurgie de la cataracte,
mais c'est le public pour la chirurgie de l'hernie discale. Ben, ce sera le public qui sera financé à ce moment-là. Mais si vous avez un réseau qui n'est pas libéralisé, vous ne serez jamais en mesure d'exploiter son plein potentiel et de savoir qui sont les acteurs les plus performants du réseau. Est-ce que c'est une compagnie internationale, Cleveland Clinic, Ramsey Capio, des entrepreneurs, médecins, infirmières québécois ou des fonctionnaires de l'État? Ben, si peu importe les gens, ce qu'ils veulent, c'est le moins de temps d'attente possible, finalement. C'est ça qu'on veut régler, la diminution des listes d'attente, puis que ça coûte le moins cher possible. C'est pas mal toujours ça. Exactement. Et si vous avez un réseau qui n'est pas suffisamment libéralisé comme ce que l'on a au Québec à l'heure actuelle, automatiquement, vous êtes dans un système de rationnement. Ça, il faut bien le comprendre. Et parce que le temps d'attente comme tel, c'est comme ce que vous payez d'une certaine façon dans un système de rationnement. Vous comprenez? Et si vous avez un monopole public, vous allez absolument être dans un système de rationnement. Maintenant, il faut faire le choix. Si les gens me disent, nous, on veut être dans un système de rationnement parce qu'on veut du tout au public, bien, ce sera le choix des électeurs. Les gens ont le droit de choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais nous, on présente un modèle qui est basé sur des modèles comparatifs internationaux qui sont intéressants et qui peuvent s'appliquer en partie au Québec. Et le dénominateur de ces modèles-là, c'est qu'ils sont plus libéralisés qu'ici. Et c'est que, puis je dis toujours aux gens, donnez-moi un modèle qui est du tout au public et qui n'est pas un système de rationnement. Personne n'est capable d'en donner un. Les modèles qui sont performants, il y a les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède sont performants. Puis il y a un modèle très intéressant qu'on hésite à... Souvent, on n'en parle pas trop parce que c'est l'Asie de l'extrême-est, puis c'est très loin de nous. Mais allez regarder un petit peu le modèle de Taïwan, comment il est performant. Il est toujours dans les rankings internationaux supérieurs. Même, je crois que l'an dernier, il était classé numéro 1. Et le modèle, c'est un payeur, une assurance de l'État majoritaire, mais de multiples fournisseurs de soins hétérogènes où le réseau privé participe. Maxime du Saguenay dit, bon, ce dont on parle, on dirait que ça ressemble au système de la Croix-Bleue et ça fonctionne à merveille. Il y a quelqu'un aussi qui dit que ça fait longtemps qu'il pense comme ça devrait fonctionner comme ça. C'est Éric qui nous texte ça sur la messagerie. Puis quelqu'un d'autre qui ajoute, dans le fond, c'est plus de la sous-traitance que de la privatisation. C'est comme ça qu'il le voit. Ben exactement, c'est de la sous-traitance. L'auditeur en question a très bien compris, c'est que l'État demeure l'assureur principal. On n'est pas contre le fait que des gens aillent se contracter des assurances privées s'ils veulent ça. Même le jugement Shaoli, la Cour suprême du Canada avait tranché en cette faveur-là en 2005. Ça fait partie du droit selon la Charte des droits et libertés du Québec, que les gens peuvent avoir si les délais sont déraisonnables. Par contre, l'État doit assurer, la carte d'assurance maladie doit être doit remplir son travail et s'assurer que les gens, peu importe leur revenu, puissent avoir des soins dans des délais qui sont raisonnables. Et oui, c'est majoritairement là, de la sous-traitance. Mais la sous-traitance, il faut la faire de façon intelligente. Puis si on met trop de bâtons dans les roues aux entrepreneurs, ben malheureusement, on va avoir, on n'aura pas les gains que le privé peut nous donner, que cette sous-traitance-là peut nous donner, si le marché n'est pas suffisamment libéralisé et concurrentiel. Hey, Karim El Ayoubi, tu es pour le Parti conservateur, tu te présentes dans Chauveau. Il y a un sondage qui est sorti. Qu'est-ce que tu as à dire du sondage qui met le Parti conservateur du Québec à 13% à l'échelle du Québec? Dans ta région, je ne sais pas, peut-être que ça peut être fluctuant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Bien, il y a comment je peux dire, ça c'est une très bonne nouvelle que ce soit 13%, moi je trouve, parce que Parti conservateur du Québec, hein, il y a des gens qui disent « Ah, vous n'avez pas progressé, vous êtes ici à 13, là, vous êtes entre 13 et 15, dépendamment des sondages. » Mais le gros défi, c'était de rester en vie. C'était vraiment ça, parce que lorsqu'on n'a pas de représentation à l'Assemblée nationale, je veux dire, à part le chef comme tel, il n'y a personne qui a une légitimité démocratique. Quand Éric Duhem voulait me faire passer en entrevue, puis tout ça, bien, souvent, c'était difficile parce que je ne suis pas un porte-parole, comment je peux dire, officiel au sens d'être un élu. Donc, à partir, je n'ai pas la légitimité qu'un élu pourrait avoir. Donc, ça fait en sorte que pour la visibilité, c'était difficile. Puis aussi, ce qu'il faut se rappeler du Parti conservateur du Québec, c'est que c'est un parti qui était né en plein milieu d'une pandémie, d'une certaine façon. Parti conservateur du Québec, version Éric Duhem. Donc, on s'était retrouvé avec beaucoup de gens au sein du parti en 2022 qui
avait pas nécessairement, qui en dehors d'une pandémie, n'avait pas nécessairement tant d'atomes crochus. C'est pour ça que, tu sais, quand vous entendiez parler, au départ, il y avait un peu de bisbille, tout ça, c'est que quand la pandémie s'est terminée, il y a des gens, nous, on avait des gens de QS, on avait des gens du PQ, on avait des gens d'un petit peu partout. Puis lorsqu'on est arrivé à notre congrès en 2023, et que là, on voyait, OK, c'est un vrai parti conservateur, un vrai parti libéral classique, là, au sens philosophique du terme, avec des idées, réduire les impôts, les taxes, diminuer la taille de l'État. Il y a des gens qui se disaient, oh, ben là, on n'est peut-être pas à notre place, donc ils sont retournés dans leur habitat naturel. Mais nous, on est rechercher d'autres personnes, par exemple, des gens plus à droite économiquement de la CAQ ou des libéraux, et même du PQ, qui sont venus chez nous. Donc, comment je peux dire, on a perdu des gens, mais on a gagné une autre clientèle aussi. Et c'est cette autre clientèle-là qui est en croissance de plus en plus. Avec la séparation, on est dans des luttes à trois. Hein, c'est-à-dire, moi, dans mon comté, ça ressemble à une lutte à trois, CAQ, PQ, PCQ, avec un électorat. Ce qui est intéressant dans le sondage léger, c'est que à peu près 50% de l'électorat est volatile, c'est-à-dire il pourrait décider de changer d'avis. La moitié. Donc, c'est la première fois en 40 ans que Jean-Marc Léger parlait de ça ce matin dans l'émission. Là, c'est quelque chose, autant d'indécis à ce moment-ci. Ben ça, pour des analystes politiques comme vous, ça peut être intéressant comme campagne, parce que c'est pas... Bien sûr, on sort le popcorn. Ce sera pas comme en 2022, où c'était, je veux dire, on savait d'avance que c'est une formalité. Allait être sacralisée. Là. Ouais. Donc, non, là, il y a vraiment des enjeux. Il y a vraiment des enjeux, puis je pense que ça va nous permettre, contrairement en 2022, qui est en plein milieu d'une pandémie, puis tout le monde parlait juste de ça, de vraiment parler de politique publique, d'économie, de santé, d'énergie, d'éducation, des choses qui, je veux dire, qui affectent là, le commun des Québécois. Qui sont supposés être les sujets, là. Absolument. Ouais. Donc, moi, je suis bien excité, puis je suis fier de ce qu'Éric Duhem a été capable de faire, puis le parti s'est professionnalisé. On a recruté des gens d'expérience, puis les sondages, que ce soit Palace Data ou Léger, montrent que notre base est solide. Puis ça, c'est bon d'avoir une base solide parce que c'est eux qui peuvent te permettre de gagner là, des comtés. Puis moi, j'ai bon espoir qu'on puisse avoir 7, 8, 10 députés à la prochaine élection, ce qui serait bon. Ben écoute, bonne chance, Karim El Ayoubi, puis surtout continue à bien t'habiller de même, ça te fait très très bien quand t'es habillé comme moi. Porte-parole officiel du Parti conservateur du Québec en matière de santé, candidat dans Chauveau et président de la commission politique du PCQ. Salut mon vieux. Salut. Ça m'a fait plaisir, bonne journée. Bye.